Donc, cher professeur Mitsuo Kawato, c'est un honneur et un plaisir pour moi de présenter votre intervention. Pour résumer en quelques mots votre biographie et les lignes principales de votre recherche, vous avez une licence en physique de l'Université de Tokyo. Vous l'avez obtenue en 1976, une maîtrise d'ingénierie et un doctorat de l'engineering biophysique de l'Université d'Osaka en 1978 et en 81 respectivement. De 81 en 88, vous étiez enseignant et maître de conférences à l'Université d'Osaka. Et à partir de 1988, vous étiez chercheur senior et directeur d'études au laboratoire de recherche en perception auditive et visuelle d'ATR. Depuis le 2003, vous êtes directeur du laboratoire de neurosciences computationnelles d'ATR et fellow ATR depuis 2004. Vous êtes maintenant, depuis le 2010, directeur du laboratoire ATR BICR. Vous avez été impliqué dans des projets très forts, notamment Erato et E-Corp, qui ont donné lieu à beaucoup de transferts de la neuroscience à la robotique. Et en 2008, vous étiez nommé superviseur de recherche, directeur de recherche du projet Presto avec le JST. Donc, Mitsuo Kawato, vous avez reçu beaucoup de récompenses de différents instituts prestigieuses et des bourses. Je vais parler un petit peu de votre travail. Vous êtes pionnier, vous essayez de faire le lien entre la neuroscience et la robotique, et vous avez atteint beaucoup de choses dans ce sens. Et si je devais résumer votre action en une phrase, je dirais que ce que vous voulez faire, c'est de comprendre le cerveau en créant le cerveau. Et comme vous savez qu'un cerveau tout seul n'est rien, il faut que ce soit lié à des capteurs, des actuateurs, et que ce soit dans un vrai corps, ça fait que vous vous êtes intéressé aux robots humanoïdes. Et vous pensez que les robots humanoïdes sont un outil pour comprendre la neuroscience. Vous dites que vous cherchez à comprendre le cerveau pour que vous puissiez avoir des robots qui vont vous allez avoir des robots qui vont résoudre des tâches faites généralement par des êtres humains avec les mêmes principes. Donc vos recherches en neurosciences ont permis d'identifier les principes clés de la neuroscience que vous avez pu transférer vers le monde des robots humanoïdes. Aujourd'hui, vous allez parler de ce que vous appelez la neuroscience manipulative. Donc, vous allez parler du contrôle du cerveau du robot et du monde. Merci beaucoup, professeur Philippe Suarez. C'est un grand honneur pour moi de parler ici au Collège de France. Et j'aimerais remercier beaucoup le professeur Lomon. Et en guise d'introduction, j'aimerais vous montrer un film. C'est un peu ancien maintenant. Il a 10 ans. Mais c'est pour montrer certains de mes collègues quand ils étaient encore jeunes. Stefan Shaw. They run the Kawaito Dynamic Brain Project at the research center near Kyoto, Japan. Their star pupil, a robot named DB, short for Dynamic Brain. They've designed a brain program for DB that allows him to learn motor skills. So far, the two scientists have taught DB to play a drum, balance a pole on his finger, bounce a ball on a racket, and cut some pretty groovy dance moves. The amazing thing is, DB doesn't Tomohiro Shibata. by being programmed with them. Instead, he observes with his video camera eyes, and then tries to mimic behavior until he gets it right.
robot can imitate human motor skills or human motor tasks. That is fascinating because we do not need to write programs by ourselves. Robot can learn by himself, by imitation. Okay, we've got a robot smart enough to ape our movements. Way cool. Donc, j'ai commencé dans les neurosciences il y a 35 ans et j'ai commencé à utiliser des robots industriels, un JIMA 260 avec des logiciels Bridgestone avec des actuateurs pneumatiques il y a une trentaine d'années. Et je suis arrivé dans le monde des robots humanoïdes parce que j'avais beaucoup de collaborateurs internationaux. J'ai rencontré Chris Atkinson à MIT en 87 et avec lui et avec Andy Barto, je suis allé voir la société de recherche Sarcos dans l'Utah. Stéphane Schall est resté pendant 3 mois. Il a travaillé énormément avec Hiroa Kigomi en 93. Ensuite, on a lancé JST Erato, l'autre projet cérébral dynamique de 96 en 2001. Stéphane Schall, Kenji Doya, Hiroshima Mizu, notre leader de groupe, et Ale Chaudet était quelqu'un de très important dans cette vision, dans la vision du projet. Je suis fier maintenant parce que Stéphane Schall, il est directeur conjoint de l'Institut Max Planck et l'Université de Californie du Sud. Kenji Doya, il est vice-président d'une université technologique et Ima Mizu est directeur d'un laboratoire d'ATR. Vous voyez donc Setsu, Yann Peters, d'autres personnes ici. Ils étaient tous des doctorants à l'époque, mais maintenant ils sont tous professeurs pas suisses, dans les universités suisses, écossaises, allemandes. De 2002 en 2009, on avait JST iCorp, un projet qui s'appelait Computational Brain Project. On avait deux chairs, Chris Atkinson, l'autre moi-même, et le professeur Gordon Cheng, qui maintenant est professeur à Munich, à l'Université technique de Munich. Il était responsable, il est directeur, et Morimoto Nakanishi, beaucoup d'autres travaillaient avec nous. Et de 2008 en 2019, nous avons un projet en cours, SRPBS, BMI, projet sur l'interface cerveau-machine, donc pour intégrer la neuroscience et la robotique. Et je vais vous parler en 4 parties des neurosciences computationnelles, l'interface machine-cerveau, la manipulation des codes neuronaux et le projet d'interface. Donc pour répondre à la question soulevée par le professeur Lomont, est-ce que la robotique c'est l'ingénierie ou la science? Donc pour la neuroscience computationnelle, moi je dirais que c'est une science. Donc là, pour moi, notre devise, en fait, c'est comprendre le cerveau en créant le cerveau, comme a dit le professeur Suarez. Donc les robots et les ordinateurs sont inférieurs aux humains dans les fonctions quotidiennes. Et ça montre que nous ne comprenons pas les fonctions cérébrales, même si dans les neurosciences, on travaille depuis 50 ans là-dessus. Et c'est en essayant de créer un cerveau que nous allons comprendre les systèmes de traitement d'information. Mais le créer tout simplement, comme ça ne suffit pas pour comprendre comment ça fonctionne dans son environnement. Alors il faut un corps, il faut un environnement. Et pour moi, il s'agit du robot humanoïde. Et pour moi, la définition de neurosciences computationnelles, c'est que nous regardons le traitement des informations par le cerveau au point où les machines artificielles, soit des ordinateurs, soit des robots, peuvent être construits pour résoudre les mêmes problèmes computationnels qui sont résolus par le cerveau avec les mêmes principes. Donc c'est très long, mais si on enlève la dernière partie,
essentiellement en utilisant les mêmes principes. Là, on dit que les logiciels informatiques ou les robots peuvent être construits pour résoudre les mêmes problèmes computationnels que ceux qui sont résolus par le cerveau. Pour moi, c'est la définition de l'intelligence artificielle et de la robotique. Si vous avez des algorithmes ou des solutions qui sont supérieures aux êtres humains, si ça coûte moins cher, si c'est plus puissant ou si c'est quelque chose de plus rapide, c'est pas grave. On ne va pas utiliser des algorithmes du cerveau pour, par exemple, la bipédie. ZMP, le Zero Motion Point, c'est quelque chose qui est utilisé pour le mouvement bipède. Mais du point de vue de la neuroscience, on sait que pour les êtres humains, même pour les êtres humains, nous avons un générateur central pour le mouvement qui est différent des réseaux neuronaux. Et on peut utiliser ce genre d'idée pour un mouvement bipède. Ça a l'air inférieur à ZMP, mais d'un point de vue computationnel, c'est l'algorithme que nous avons regardé. C'est un robot, c'est Chris Atkinson avec quelques collaborateurs à CMU. Et donc, il y a une remise à zéro quand le pied touche par terre. Comme vous voyez, là, avec cette forme de pied, ça touche le sol à un seul endroit. Donc, ZMP ne marche pas, là. Et c'est bien comme un robot bipède. Il y a différentes frictions, différentes pentes, mais le moteur n'est pas très puissant, donc il n'arrive pas à grimper sur des pentes un peu raides, comme vous pouvez voir. Et donc les générateurs, la remise à zéro des générateurs, c'est très important. Si on éteint le mécanisme de réception, de captation, ça ne marche pas. Donc pour moi, c'est la neuroscience computationnelle. Et le marché, comme ça, c'est la robotique. Donc, si on prend la première partie de la phrase et on dit « on explore le traitement de l'information du cerveau », ça, c'est la définition de la neuroscience. Mais la plupart des neurosciences modernes, c'est moléculaire, en fait, ça saucissonne le cerveau. On prend des tranches, on met des électrodes dans les neurones, mais ça ne parle pas de traitement des informations dans le cerveau. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir cette définition un peu longue des neurosciences computationnelles. Donc, élucider des traitements d'information des cerveaux au point où les machines artificielles, les programmes informatiques ou les robots peuvent résoudre les mêmes problèmes computationnels que ceux résolus par le cerveau, essentiellement utilisant les mêmes principes. Donc, pour cela, nous avons développé des robots humanoïdes, surtout en collaboration avec la société de recherche Sarcos, Stefan Schall et Chris Atkinson. C'est le dernier robot de taille humaine. Et ce qui est le plus frappant avec ce robot, c'est que nous utilisons des actuateurs hydrauliques. Nous n'avons pas de transmission, etc. Donc chaque articulation est indépendante mécaniquement. Et il y a plusieurs capteurs et il y a des ordinateurs de contrôle dans le dos. Et la perception et l'apprentissage est fait avec des clusters de PC avec des connexions Wi-Fi. J'aimerais vous montrer quelques exemples en guise de démonstration concernant ce robot humanoïde. Voici à l'écran la principale personne impliquée dans ce projet. Le robot en question trouve son équilibre sur une situation, sur un gradient qui est imprévisible. Donc l'objet sur lequel il se tient est instable. Donc bon contrôle postural. On a conjugué un système habituel de compensation gravitaire
ainsi qu'un système interne. Donc il y a un pendule à l'intérieur et puis un certain niveau d'élasticité au niveau des articulations. Alej Oudet est le principal chercheur en matière d'intégration du contrôle moteur et du contrôle visuel. Et il a beaucoup œuvré afin d'intégrer justement ces différentes capacités. Donc capacité visuelle, périphérique et centrale. Et intégration au contrôle moteur. Donc cette personne ainsi que ses collègues ont enseigné aux robots comme la façon de se saisir d'un objet, et ce sur la base d'un modèle tridimensionnel. Utilisation également de patch de Gabor. Donc taux d'exactitude 97%. Et le test a porté sur 16 à 20 objets différents. Donc contrôle de la posture, des mouvements oculaires, et utilisation d'une vision centrale extrêmement précise. J'aimerais maintenant entrer plus avant dans la neuroscience, mais il faut établir une distinction entre les neurosciences computationnelles d'une part et la robotique d'autre part. Mais les deux vont de pair, les deux sont intriqués. Surtout à une échelle bidirectionnelle. Si vous avez de nouvelles idées en matière de robotique, vous pouvez utiliser les neurosciences computationnelles pour les mettre à l'épreuve. Et vice-versa. Si dans la neuroscience, vous trouvez des algorithmes extrêmement efficaces, vous pouvez les appliquer à la robotique. Par exemple, c'est exactement ce que nous avons fait. Je peux vous donner de nombreux exemples. Donc, on pose le postulat suivant. Le cervelet, qui se trouve à la base du cerveau, est constitué de différents modules, des microzones, lesquels effectuent des transformations différentes en termes d'entrée-sortie. Et on peut faire évoluer le poids synaptique. On peut donc apprendre différents types de transformations. Donc l'apprentissage supervisé est guidé par un signal d'erreur. Et les différents modules acquièrent des modèles internes concernant les objets contrôlés, qu'il s'agit des outils, d'autres cerveaux, etc. Et déjà, dans les années 80, ce concept avait gagné du terrain. Stefan Schau et son équipe ont étudié cette idée. Ils ont utilisé le robot DB à cerveau dynamique, donc test d'équilibrage d'une perche, simplement grâce à un système visuel chromatique. Donc le robot est en mesure de prédire les mouvements de la perche et de compenser. Apprentissage visio-moteur. Information, as well as coordination between the target and the hand. After the robot finishes learning the task, if we put a weight in the robot's hand, the robot can no longer track the ball. However, it continues to learn its new dynamics and finally recovers and achieves good visual motor coordination. The robot can update its internal model when it encounters a change in the model. So the cerebellum has a very beautiful neural circuitry. Les circuits neuronaux sont très jolis, comme vous pouvez le constater. Et n'oublions pas l'importance des cellules de Purkinje. Il existe deux signaux d'entrée excitateurs. Ici, vous avez un axone avec des synapses multiples. Mais vous avez d'autres types de fibres qui sont constituées différemment. Donc les cellules grimpantes, notamment,
Donc nos collègues Maralbus et Ito ont étudié les signaux d'erreur et le transfert de ce signal d'erreur des cellules grimpantes jusqu'aux cellules de Purkinje. Lorsqu'il y a activation ou non du signal d'entrée. Et cela a pu être démontré physiologiquement. Mais on n'avait pas la neuroscience computationnelle à ce moment-là. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est bien pour le découvrir que nous avons proposé ce modèle cérébelleux. Des démonstrations robotiques couronnées de succès sur la base d'un modèle interne, mais cela n'a rien à voir avec une solution biologique, entre guillemets. Donc on s'est penché, on a mené d'autres tests et on a essayé de reconstruire la fréquence de décharge d'une cellule de Purkinje unique dans le cervelet d'un singe en fonction de la durée du stimulus et de la vitesse du stimulus, en fonction de différentes durées et vitesses différentes. Et voyez donc à quoi ressemble ce profil. Cela s'explique très simplement. Un modèle de dynamique inversée permet de l'expliquer. Donc voilà en ce qui concerne le singe. Maintenant, on a fait appel à un IRM fonctionnel en ce qui concerne l'être humain. On apprend au sujet humain à manipuler de nouveaux outils. Donc, grosse activation dans la partie bilatérale du cervelet, mais à la fin, il n'y a qu'une petite partie du cervelet qui s'active. Et il y a une correspondance à la fois spatiale et temporelle avec les modèles internes et prédictifs. Nous avons récemment commencé à nous pencher plus avant sur les circuits neuronaux, les circuits à boucle fermée. Alors, cellules de Purkinje, les noyaux profonds. J'ai perdu ma diapo. Donc, nous avons poursuivi notre travail de développement du modèle computationnel. Donc, vous avez les noyaux profonds cérébelleux, les cellules de Purkinje, cette structure triangulaire qui est bien entendu fermée. Il existe certaines propositions théoriques qui expliquent l'existence de ce triangle. Eh bien, cette zone triangulaire permet de contrôler le degré de liberté du système. Il y a eu des simulations. Voilà, j'ai retrouvé ma diapositive. Les cellules de Purkinje ont un effet inhibiteur sur le noyau cérébelleux, lequel a un effet inhibiteur sur d'autres jonctions. Donc un signal d'entrée excitateur très puissant. C'est ce qu'on appelle les signaux d'erreur. Dans la mesure où les cellules de Purkinje ont cet effet inhibiteur sur les noyaux, l'effet produit est extrêmement puissant. En d'autres termes, le degré de liberté de ce système est relativement faible, et c'est plutôt une bonne chose en cas de rapidité. C'est ce qui se passe en début de vie. Mais par la suite, les choses changent. Et vous avez des synapses inhibitrices extrêmement actives. Et vous avez une inhibition
une intégration à fuite. Et comme les neurones peuvent se décharger individuellement, vous avez un nombre de degrés de mouvement beaucoup plus élevé. J'aimerais maintenant changer de vitesse et vous parler de l'interface entre le cerveau et la machine. En 2008, nous avons démarré ce projet. C'est le projet ATR. Et nous avons rassemblé différentes universités. Nous avons fait appel notamment à des médecins, des cliniciens. C'est donc un exemple de réussite. Vous avez ici des électrodes qu'on utilise dans un ECG qui sont implantées dans les zones corticales. Dans la mesure où il n'y a pas de lésion directe au niveau du cortex, c'est ce qu'on appelle une méthode minimo-invasive. Et une fois que vous avez déterminé les paramètres de décodage, vous pouvez contrôler la prothèse robotisée, laquelle est extrêmement stable. Donc, les électrodes sont une bonne option. C'est très différent que de planter des électrodes dans le cerveau de façon invasive. Mais sur ce sujet, bien entendu, vous avez encore des fils qui lui sortent de la tête. Et bien entendu, c'est pas idéal en termes d'infection et en termes d'utilisation au quotidien. Donc, on essaie de développer un système complètement intégré. Donc, des électrodes tridimensionnelles haute densité, lesquelles peuvent être placées dans le sillon. Et donc, logées dans l'os pariétal, dans l'os du crâne. On utilise un système à base de polymère pour une batterie sans contact, pour pouvoir remplacer la batterie. Donc un système sans fil. Et donc on assure un enregistrement ECOG continu chez le singe sur plusieurs jours. C'est important de faire ces mesures sur le long terme. Ça peut s'avérer extrêmement précieux, notamment pour déterminer certains événements cérébraux qui ne se produisent qu'une seule fois au cours de toute une vie. Par exemple, vous avez un moment du type Eureka, une révélation par exemple. Donc, en ce qui concerne le neurofeedback à base de BMI, au Japon, la société est extrêmement organisée. Et un tiers de la population, c'est-à-dire la population active, doit soutenir financièrement la population retraitée, car la population est vieillissante. Donc cela nécessite une énorme consommation d'énergie. Nous avons 3 millions de patients au Japon victimes d'AVC. Il faut donc des soins de rééducation. Et parfois, ces patients qui ont souffert d'un AVC se retrouvent coincés, ils ont une posture de ce genre et l'une des mains n'est pas exploitable. Et ce serait l'idéal pour le patient s'il pouvait bouger le poignet, bouger les doigts afin de pouvoir se saisir d'objets. Mais seuls 15% de ces 1 million de patients victimes d'AVC arrivent à récupérer leur fonction motrice manuelle. Donc, système de décodage habituel de l'ECG, avec une attelle robotisée afin de contourner cet obstacle, on mesure l'ECG. Et chez les sujets sains, lorsque vous faites un IRM, où vous obtenez des images et vous comparez les mouvements
volontaire et vous étudiez la désynchronisation liée aux événements, vous apercevez que au bout de 10 ou 15 ans après l'AVC, les patients sont très handicapés. Mais suite à une formation, on peut améliorer les choses. Et cela permet d'étendre la fonction motrice, d'étendre les doigts de la main. Et ce qui est surprenant, c'est que plus de la moitié de ces patients extrêmement graves peuvent récupérer suite à la mesure de cette ECG et suite à une formation. Cette dame a 60 ans et elle n'était pas en mesure d'utiliser sa main, laquelle était paralysée avant le traitement. Mais désormais, elle peut se saisir de petits objets, elle peut se débrouiller. Donc c'est une grosse source d'amélioration en termes de qualité de vie au quotidien. Elle peut ouvrir un paquet de sucre, elle peut ouvrir un tube de dentifrice. Et les équipes à l'université de Keio ont appliqué cette méthode à 40 patients différents. Et nous avons mis en place un essai randomisé de contrôle afin de prouver plus avant l'efficacité de cette méthode. En coopération étroite avec l'université de Keio, nous avons développé un robot à exosquelette à des fins de réadaptation. Comme vous l'avez déjà vu, il y a des technologies permettant une très bonne stabilité du contrôle postural. Donc, il y a des patients qui ne peuvent pas s'asseoir, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas se tenir debout. Et donc, pour ces patients, nous aimerions assurer un rééquilibrage du corps. Et c'est la raison pour laquelle nous avons élaboré des actuateurs hybrides, comprenant des muscles pneumatiques, mais également des moteurs électriques. Donc, on a un mannequin de 40 kilos qui, bien entendu, ne saurait se tenir debout tout seul. Et grâce à cet exosquelette, eh bien, on le contrôle par le biais de l'ECG. Noda-san, c'est le principal chercheur impliqué dans ce projet. Et d'une manière ou d'une autre, il va essayer de générer des modifications au niveau de l'ECG par ces mouvements. Et au cours du processus de locomotion, grâce à l'ECG, aux différentes mesures, le robot peut prédire les mouvements suivants. Alors ici, il s'agit là d'un sujet sain. Donc, il s'agit d'une compensation de la gravité, d'une part, mais également d'une force d'inertie, laquelle est nécessaire pour la locomotion bipède. L'entreprise Shimazu, à Kyoto, a développé un système de spectroscopie infrarouge que l'on conjugue à un ECG. Donc, si vous conjuguez les deux, c'est bien en termes de résolution spatiale, d'une part, mais également pour la résolution temporelle. Donc, vous conjuguez les avantages des deux dans le cadre d'une solution de programme inversé, et vous avez une résolution temporelle très élevée, même avec ce type de système portatif. Et à des fins de réadaptation, ils ont également élaboré un système avec 6 canaux de CG. Un système sans fil que peuvent utiliser les patients souffrant d'AVC.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on a conjugué les deux technologies, avec Honda notamment. Honda et Shimazu ont travaillé ensemble en 2008 dans le cadre d'une interface entre le cerveau et la machine. Est-ce que ce ne serait pas pratique et utile? Malheureusement, l'interprète n'entend pas suffisamment le son du film pour pouvoir continuer à traduire. Ce ne serait pas pratique si le coffre de la voiture pouvait s'ouvrir tout seul dès que vous y pensez, parce que vous ne pouvez pas l'ouvrir vous-même, vous avez les bras chargés de paquets. Ce grâce à une interface entre le cerveau et la machine, ce qu'on appelle BMI en anglais. Cette technologie est en cours de recherche. Annonce en 2006, développement d'une technologie de type BMI. C'est une première mondiale. Donc, décodage de l'activité cérébrale, pas besoin d'une formation pour l'utilisateur. Commentaire inaudible. C'est un nouveau système, mais ce n'est pas le tout dernier. Le nombre de canaux, c'est 25%. 25% de ce que l'on trouve de nos jours, avec les toutes dernières générations. Une nouvelle interface entre cerveau et machine a été utilisée afin de contrôler Asimo, le nouveau robot de chez Honda. Le participant choisit une des 4 cartes et le montre à l'utilisateur. Main droite. Aucun mouvement physique n'est autorisé. Donc, on mesure le CG, ainsi que l'apport sanguin au niveau du cerveau. Oui, dit le robot, j'ai reçu le résultat, je pense qu'il est correct. Main droite. Le robot a bougé la main droite. Et le participant affiche la carte. Il s'agit bien de la main droite. Taux d'exactitude le plus élevé du monde, supérieur à 90%. La recherche continue. Afin de construire des interfaces entre cerveau et machine toujours plus efficaces. J'aimerais maintenant parler de choses un petit peu plus compliquées. La manipulation des codes neuronaux. Je vous l'ai dit, il y a des liens très étroits entre la robotique et la neuroscience. Donc, des avantages mutuels entre les deux. Dans la neuroscience, on trouve de bonnes idées que l'on peut appliquer en robotique. Il y a des propositions théoriques que l'on peut emprunter à la robotique. C'est pareil pour l'interface entre cerveau et machine. On peut assurer une intégration dans le cadre d'applications. Mais lorsqu'on conjugue les deux, la robotique et la neuroscience, cela nous donne des outils extrêmement puissants, extrêmement efficaces. C'est ce qu'on appelle la manipulation des codes neuronaux. Dans les systèmes précédents, on avait une étude de corrélation. Crick et Koch ont proposé un nouveau paradigme de corrélation neuronale avec la conscience.
Si on se penche sur la biologie moléculaire ou la plupart des sciences dures, on a des outils expérimentaux afin de manipuler les causes de certains événements. En neurosciences, vous pouvez étudier les lésions, les stimulations électriques, mais vous ne pouvez pas manipuler les codes neuronaux au niveau du cerveau. Donc, il faut de nouveaux outils techniques. Aucun contrôle spatio-temporel des codes ne peut se fonder sur un décodage. Eh bien, nous, on fait appel à la technique de l'interface entre cerveau et machine. Problème de l'apprentissage perceptuel, qui trouve son origine dans le neurofeedback décodé à l'IRM fonctionnel sans présentation du stimulus visuel. L'apprentissage des perceptions visuelles. De quoi est-ce qu'on parle ici? Lorsque le radiologue connaît son métier, il détecte facilement les cellules cancérigènes. Mais c'est difficile pour le profane. Cette capacité n'est pas héréditaire. Votre capacité à percevoir visuellement ces cellules cancérigènes n'a pas été, vous ne l'avez pas hérité de vos parents. On constate, grâce à des filtres de Gabor, si l'on mesure l'acuité de vernier, les contours, etc., eh bien, en matière de détection de contraste, par exemple, le contraste est très visible à droite, mais beaucoup plus difficile à gauche, n'est-ce pas? Et vous trouvez une courbe, vous voyez une courbe en forme de S, avec le contraste en abscisse, et après exposition répétée à ce type de stimulus, vous apercevez que la fonction psychométrique s'est améliorée. Et donc le contraste est le même, mais vous arrivez à mieux le détecter une fois que vous êtes entraîné. Mais quel est le locus? Le locus a prêté à polémique. Les régions de prise de décision, comme le LIP par exemple, eh bien, certains disent que c'est là, d'autres disent que c'est ailleurs. Qu'est-ce qui explique cette controverse? La neuroscience s'appuyait principalement sur les corrélations au départ. Vous demandez à votre sujet, qu'il soit humain ou simien, d'apprendre. Donc il s'agit d'un paradigme d'apprentissage perceptuel. Et ensuite, vous faites un IRM et vous observez une activation de telle ou telle zone. Vous observez également une modification des propriétés des neurones dans cette région. Mais ça ne garantit absolument pas que ce soit là le locus, ou plutôt le siège de cet apprentissage des visions, des perceptions visuelles. Peut-être que ça se passe dans un autre endroit du cerveau. Donc, l'approche conventionnelle se fonde sur la corrélation. Mais nous, ce qu'on aimerait faire, c'est de trouver un rapport de cause à effet. Une cause neuronale qui trouve son siège dans une région du cerveau bien précise. Et de mesurer les différences avant et après formation, entraînement. Ce serait une manière de déterminer le siège de cet apprentissage. Et donc, on décode le neurofeedback grâce à l'IRM fonctionnel. On cible une zone du cerveau, on extrait des informations et on utilise ce système de neurofeedback avec une récompense, par exemple une stimulation électrique, peu importe. Et de façon stable, vous induisez un motif ou un schéma désiré. Vous régulez, par exemple, l'activation neuronale uniquement dans V1 et V2 par le biais d'un conditionnement opérant qui utilise un décodeur ainsi qu'un feedback en temps réel grâce à l'IRM fonctionnel. Ensuite, on procède à des essais
à des pré-essais, à des post-essais de comportement. L'objectif est de faire la discrimination entre 3 orientations. Une orientation à 10 degrés, à 70 degrés, à 130 degrés. Ce qui nous permet de diviser les 360 degrés en 3 orientations différentes. Puis nous modifions le rapport de bruit. Ici, on est à 70 degrés, mais il est tout à fait difficile de faire la distinction ici et de dire que vous avez une orientation à 70 degrés. Donc ensuite, vous avez une fonction psychométrique pour ces 3 orientations avec un choix forcé dans cette tâche de discrimination. Nous avons démontré ici le rapport de bruit et nous demandons au sujet de nous dire quelle est l'orientation. Ensuite, dans l'étape de construction du décodeur, nous donnons ces 3 stimulus au sujet et formons le décodeur pour déterminer la probabilité de l'orientation que regarde notre sujet. Par exemple, ici, ce décodeur peut dire il y a 61% de probabilité que le sujet soit en train de regarder cette orientation à 10 degrés. Ça, c'est la technique de détermination. Et ici, vous avez un diagramme sans doute un peu plus compliqué. C'est le feedback de l'IRM décodé. L'objectif est d'induire des activités neuronales primaires dans le cortex sans présentation de stimulus visuel, sans prise de conscience visuelle de ce qui est en train de se passer. Donc nous demandons à notre sujet, en lui disant s'il vous plaît, manipulez votre cerveau. Et on a une période d'induction de 6 secondes pendant laquelle le patient ne regarde que ce point de fixation. Et 6 secondes plus tard, nous obtenons ce feedback visuel. On a ce cercle dont la taille est proportionnelle à la taille du décodeur pour une orientation spatiale spécifique. Nous avons 3 orientations. Donc pour chaque patient, nous avons assigné de manière aléatoire l'une des 3 orientations. Et ce décodeur rapporte de manière cohérente la probabilité de cette orientation assignée. Par exemple, pour ce sujet, nous avons assigné une orientation à 10 degrés. Donc, si l'activité V1 et V2 sont très proches de celle induite par le stimulus d'orientation à 10 degrés, le décodeur donne un résultat à 100%. Dans ce cas, vous êtes ici en taille réelle et notre patient peut obtenir un résultat de 20 à 30%. Donc, sur une journée, on va leur faire passer 160 essais. Et ce que nous avons constaté, c'est que nous éliminons tous les stimulus chez le patient. Tout ce que nous leur demandons, c'est de manipuler leur cerveau, en quelque sorte. Et tous nos succès ont réussi. Et pour l'un des sujets, nous lui avons assigné l'une des orientations comme direction cible. Nous avons 3 orientations, comme je vous le disais, 360 divisé par 3, mais on s'est rendu compte que les sujets sont capables de générer beaucoup plus de vraisemblance. Et les résultats sont allés en s'amplifiant sur 10 jours. Ensuite, à notre satisfaction, dans la direction qui n'est pas la direction cible, qui est une direction plus ou moins 60 degrés, si vous regardez les fonctions psychométriques 100% correctes par rapport à la fonction bruit, à la fonction bruit de fond, et sans entraînement, vous voyez ici les résultats. Par contre, quand vous avez une
formation, un apprentissage de la direction, vous voyez une augmentation des performances. Et comme je vous le disais, certains sujets sont en mesure de préparer leur activité cérébrale. Donc, quand on a fait la courbe de la somme vraisemblante de la vraisemblance pour l'orientation de la cible par rapport à l'amélioration en matière d'orientation pour la cible, vous voyez les résultats quand on a fait ici notre indice de perception. Vous avez une courbe linéaire avec une valeur P très faible. Donc, l'effet d'apprentissage perpétuel a été corrélé aux performances de neurofeedback. Par ailleurs, après toutes ces expériences, nous avons demandé au sujet quelle était sa stratégie pour manipuler son cerveau et pour avoir des résultats plus élevés. Et tous nous ont dit des stratégies superficielles qui n'ont rien à voir avec l'orientation. Et on leur a dit, ou plutôt on leur a demandé, à quelle direction de cible avez-vous été formé? Avez-vous eu un apprentissage? Et tous ont donné des résultats très aléatoires qui allaient de la cible à plus 60 degrés, moins 60 degrés. Donc à partir de là, nous avons été en mesure de conclure que la simple induction de motifs spatiaux de l'activité neuronale est suffisante pour causer pour entraîner un apprentissage perceptuel visuel sans présentation de stimulus. Que V1 et V2 sont le locus de l'apprentissage perceptuel visuel, ce qui démontre la plasticité de V1 et V2 à l'âge adulte, et que les sujets n'étaient pas conscients de ce que représentait le signal de neurofeedback, ni qu'il était en fait l'orientation de cible. Et nous avons également vérifié qu'il y avait très peu d'informations qui fuitaient à l'extérieur de V1, V2. Et V1, V2 sont évidemment connectés à d'autres régions du cerveau. Donc, il fallait vérifier que les informations ne fuitaient pas pendant l'induction. Mais nous avons absolument exclu ce type d'activité par des expériences supplémentaires. Maintenant, je souhaitais comparer plusieurs techniques utilisées en neurosciences et je souhaitais insister sur cette approche cause à effet de la neurocause à l'esprit. La première est la corrélation. Par exemple, chez le singe, vous mettez une électrode et vous constatez des modifications au niveau des fréquences qui sont temporairement corrélées à des variables mentales et ou physiques. Vous avez une corrélation. Pour ce qui est de l'étude des lésions, vous détruisez une partie du cerveau et vous voyez une perte ou détérioration des fonctions. Mais ceci est, dans le meilleur des cas, une condition nécessaire. Mais vous n'avez pas besoin de contrôler le code neural. Pour ce qui est du neurofeedback décodé, à partir d'une lésion cérébrale limitée, vous pouvez extraire des informations importantes et renvoyer cette information par le biais de stimulation électrique, de récompense, etc. Et vous pouvez induire un code neural spécifique qui est suffisant pour causer une fonction spécifique. En 2008, Miguel Nicolais, Lebedev et Morimoto ont mené des expériences. On a enregistré l'activité cérébrale du singe. On les a enregistrés et on en a déduit des informations essentielles sur la locomotion que nous avons
intégré dans notre CBI. Et tout ceci a été étudié au sein de l'université Duke University aux États-Unis. En une fraction de seconde, la locomotion de notre singe et de notre robot était synchronisée et nous avons constaté, à titre d'anecdote, que on a constaté des changements d'activité chez le singe après quelques minutes. Je pense que les neurosciences de la manipulation devraient ressembler à ceci. Maintenant, nous savons que nous avons les moyens d'induire des neurocodes dans des endroits spécifiques du cerveau et d'en constater les effets sur la locomotion, sur l'apprentissage. Mais parce que le cerveau n'est pas une entité isolée, nous avons absolument besoin de disposer de structures semblables au corps humain. Et l'information décodée à partir du cerveau doit être alimentée vers des robots humanoïdes. Les robots humanoïdes sont munis de capteurs qui devraient être reliés au cerveau afin d'étudier comment comment l'information est traitée au niveau du cerveau, dans les détails. Donc, la robotique, par le passé, c'était de l'ingénierie, alors que les neurosciences, c'était des aspects scientifiques, mais l'on constate de plus en plus que ces deux disciplines s'entrelacent, car la robotique permet d'appliquer les neurosciences et cela permet d'aider des personnes malentendantes, aveugles, handicapées. Mais évidemment, ce ne sont pas des sciences pures, au sens où l'entendent de nombreuses personnes. Mais comme je vous le disais, la technologie des humanoïdes nous a fourni les technologies révolutionnaires qui nous ont permis de mettre en œuvre des expériences cause à effet en neurosciences, ce qui était totalement impossible au cours des 50 dernières années. De la même manière, lorsque l'on combine les robots et le cerveau dans une boucle étroite pour manipuler de l'information, pour extraire de l'information d'une manière intéressante, je pense que cela pourrait s'avérer extrêmement passionnant dans les 10 années à venir. Enfin, je souhaitais vous présenter notre tout dernier réseau qui a été monté l'année dernière avec le professeur Shinichi, mais également qui est chef de département du département imagerie cérébrale. Et nous avons donc procédé à des mesures en continu de l'activité du cerveau et associé ces informations pour les inclure dans une base de données de l'activité du cerveau dans la vie de tous les jours. Nous allons maintenant développer des méthodes de décodage cérébral pour continuer le développement de robots. Nous avons construit une toute nouvelle maison que nous appelons la maison BMI Smart sur le campus. Ici, vous avez la vue d'ensemble. C'est une maison qui comprend de très nombreux capteurs et actuateurs. Ici, vous avez des actuateurs de différents types qui actionnent les rideaux, les volets, les portes, les fenêtres. Pareil pour toutes les fonctionnalités de transfert, d'entrée, et même la hauteur des meubles dans la cuisine peut être relevée. Vous avez là une collaboration entre ATR, NTT, Sekisui House, ce sont les architectes qui ont construit la maison, et Shimatsu et Keio. Avec cette maison, nous souhaitons enregistrer sur une longue période de temps, si possible quelques mois, le comportement d'une famille sujet. Et nous avons énormément de différents capteurs dans cette maison. Donc nous pourrions étiqueter la vie et faire la corrélation avec l'activité cérébrale. Et dans cette maison,
non seulement les robots humanoïdes, mais d'autres robots seront amenés et nous envisageons de demander à nos familles sujets de contrôler les robots par leur activité cérébrale. Donc voilà, en résumé, ATR mène des projets de recherche sur l'interface cerveau-machine qui vont fournir de nouveaux outils pour combiner les neurosciences et la robotique. Les données d'activité du cerveau sont mesurées par des systèmes intégrés ECOG, NIRS, EEG et sont ensuite mis en œuvre dans des maisons intelligentes BMI. Le neurofeedback décodé pourrait s'avérer être un outil expérimental qui nous permettrait d'étudier les causes et les effets entre les codes neuronaux et les comportements. Cela peut sembler bizarre, mais en tant que scientifique, on contrôle son esprit, on contrôle son cerveau avec les nouvelles techniques. Et cela va induire des comportements différents. Cela peut sembler très dangereux, mais d'un autre côté, il se peut qu'il s'agisse là de la seule manière d'utiliser dans le cadre de patients souffrant de pathologies mentales, comme les personnes dépressives, qui souffrent de schizophrénie, d'autisme, voire même de maladies d'Alzheimer. Car avec tout cela, on peut modifier les motifs d'activité cérébrale, ce qui pourrait s'avérer le traitement révolutionnaire pour ce type de pathologie. Et je suis convaincu que les expériences en neurosciences vont maintenant examiner les relations entre cause et effet en utilisant le neurofeedback décodé et les robots humanoïdes dans une boucle cerveau-corps-robot-monde. Merci pour votre attention.